Et je suis toujours avec François-Xavier Bellamy, avec Georges Fenech et avec Philippe Guibert. François-Xavier Bellamy qui a accepté de rester un petit peu plus longtemps. François-Xavier Bellamy, juste cette question, nous en parlions effectivement de cette idée pour les adolescents, les empêcher d'acheter des couteaux avant 15 ans. C'est une proposition qui a été faite cette semaine en marge de ce drame épouvantable de nos gens. Alors moi je l'ai dit tout de suite, les couteaux dans cette affaire sont le symptôme. Ils ne sont pas le problème. Et on ne va pas réussir à lutter contre la violence qui monte en interdisant les couteaux. La vérité, c'est que les couteaux sont un symptôme parce qu'aujourd'hui, il y a un nombre improbable d'adolescents qui se déplacent maintenant avec sur eux un couteau. Ça n'était pas le cas quand j'étais moi-même collégien. Et cette épidémie de couteaux est bien le signe d'une forme de brutalisation de la société et notamment de violence qui monte chez les jeunes. C'est un signe extrêmement inquiétant. Mais encore une fois, on s'attaque pas à la grippe en essayant seulement de résoudre la fièvre. C'est la cause qu'il faut traiter. Et la cause, vous le disiez à l'instant, le plus glaçant dans cet épisode, c'est ce qui semble être la réaction de cet adolescent qui ne montrerait aucun regret, aucune compréhension de la gravité de ce qu'il a commis. La cause, c'est d'abord cet effondrement intérieur. C'est ce délitement intérieur. C'est l'absence de tout repère commun, de toute compréhension de ce qu'est la vie humaine, de ce qu'est la valeur de la vie humaine. Et cela, je n'ai pas peur de le dire, c'est encore une fois le résultat d'un échec collectif immense qui est un échec éducatif. Il faudra bien sûr des réponses sur le plan de la sécurité. Et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a annoncé avec beaucoup de rapidité à quel point il était nécessaire d'apporter une réponse sécuritaire à ces dérives. Il faudra des réponses pénales, il faudra une reconstruction de la chaîne pénale, bien sûr, mais à la fin, on ne sortira pas de cette spirale de la violence uniquement avec des policiers, des gendarmes, des magistrats. On en sortira d'abord en reconstruisant l'éducation, en reconstruisant l'école. C'est incroyable, il faut reconstruire. La santé mentale aussi, quand même. Mais la santé mentale, l'effondrement de la santé mentale est aussi un symptôme de l'effondrement de l'éducation. Aujourd'hui, combien de jeunes lisent encore? Le temps qu'ils passent à créer, à former leur relation avec le monde est infiniment plus consacré à des vidéos de 10 secondes qui tournent sur TikTok et sur les réseaux sociaux et qui leur présentent d'ailleurs l'omniprésence de cette violence. J'ai organisé, écoutez, il y a 10 jours au Parlement européen, un colloque avec des familles qui ont porté plainte contre les réseaux sociaux pour la vie de leurs enfants qui avait été détruite. On a invité dans ce colloque une avocate, une psychiatre, des gens qui venaient de tous les horizons pour dire la gravité de ce qui se joue. La santé mentale, la crise immense que nous vivons aujourd'hui pour la santé mentale des jeunes, elle ne vient pas de nulle part. Ça n'est pas une épidémie inexplicable. Elle vient de ce que la relation de nos jeunes avec le monde ne se construit plus par l'école, par l'éducation, par l'apprentissage, par la culture, par la connaissance, par l'émerveillement, par la distance que permet la fréquentation des livres, des textes, tout ce qui a fait ce monde dans lequel nous avons grandi. Elle se fait maintenant par cette succession d'images extrêmement violentes qui détruisent. Mais et les réseaux sociaux, c'est... Mais évidemment, et là encore, je le dis depuis très longtemps, c'est pour ça que je me sens en colère. C'est que ça fait très longtemps qu'on le dit. Tellement de gens, tellement de professeurs, de tous bords politiques d'ailleurs, l'ont dit depuis très longtemps. Aujourd'hui, il faut rendre une enfance aux enfants. Et si on en arrive là aujourd'hui, c'est parce que nous avons failli dans notre tâche fondamentale qui est celle d'éduquer la génération qui vient. Hannah Arendt disait, je me permets juste cette citation, Hannah Arendt disait, le travail de l'éducation répond à cette interrogation profonde. On se demande toujours quel monde laisserons-nous à nos enfants. Mais la vraie question de l'éducation, c'est quels enfants laisserons-nous à notre monde. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous devons nous interroger à nouveau sur notre responsabilité. Oui, vous avez raison, François-Xavier Bellamy. C'est très intéressant, ça, Georges Fenech. Ancien juge d'instruction. Cette affaire... On est effarés, et moi, je n'arrive pas à la comprendre, et vous avez des explications, François-Xavier Bellamy. Je pense que les auditeurs d'Europe 1 non plus. La solution, c'est pas le couteau. C'est qui ces jeunes? François-Xavier l'a très bien dit, c'est pas le couteau. D'ailleurs, je signale que celui qui a tué cette pauvre Mélanie, il a pris le couteau de cuisine, bien sûr, dans sa famille. Hein. Donc, vous voulez mettre des scellés sur toutes les cuisines de France? Non, c'est pas ça la solution. La solution. Notre jeunesse, c'est un défi majeur pour notre société, n'est-ce pas? C'est les jeunes d'aujourd'hui qui feront la France de demain. On a laissé filer l'autorité, on a laissé filer l'éducation, et aujourd'hui on en paye les conséquences. On a vécu depuis l'ordonnance de 1945, à l'après-guerre, où il fallait effectivement sauver ces orphelins de guerre. La culture de l'excuse est née à ce moment-là. Sur le primat
de l'éducatif. Tout misé sur l'éducatif et on a oublié la sanction. On a oublié le répressif. Oui, c'était mal. Moi, la je sanction. crois qu'aujourd'hui, et quand on a réformé cette grande dame, cette vieille dame qui avait 70 ans en 2021 avec Madame Belloubet, au lieu de s'adapter à notre période moderne, on a fait tout le contraire, on a fait une réforme à contresens historique et qui plus est, sans débat à l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai. Ça a été pris par ordonnance. Oui, c'est raison, Georges. Alors que c'est le grand défi majeur de notre société. On n'a pas fait un grand débat qui serait mérité. Donc je pense qu'il faut abandonner, pour ma part, j'abandonne l'histoire du primat éducatif. Je dis stop avec le primat éducatif. C'est-à-dire qu'il faut peut-être repenser l'éducation. Non, je dis stop. Je dis qu'on met à égalité, j'ai le droit de le dire, l'éducatif, mais la sanction. Et j'ajoute, la sanction est éminemment éducative. Voyez-vous, j'ai quand même une certaine expérience en tant qu'ancien juge d'instruction des mineurs. Je peux vous dire que 8 jours en prison, ça calmait le petit voyou. Et on ne le revoyait plus pendant très longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, voyez-vous, par une forme d'idéologie, d'erreur, c'est une grande erreur d'avoir pensé comme ça, mais ces erreurs-là, on ne veut pas les reconnaître. Il n'y a pas d'examen de conscience. S'il y avait un examen de conscience, on ne se contenterait pas de dire il faut interdire les couteaux. On dirait il faut tout de suite arrêter la loi Belloubet, il faut tout de suite réformer tout ça. Il faut repartir sur de nouvelles bases. Pourquoi il ne se passe pas ce genre de choses dans les pays du Maghreb ? Pourquoi il ne se passe pas ce genre de choses ailleurs ? Moi, j'ai visité des bootcamps, par exemple, à Chicago. Allez voir les jeunes comment ils sont dans ces prisons-là. Vous allez voir comment ils ressortent. La plupart s'engagent dans l'armée. Allez voir ce qui se passe aux Pays-Bas, avec les courtes peines d'emprisonnement. On a tout arrêté. Plus de courtes peines. Vous êtes d'accord avec ça, François-Xavier Bellamy ? Donc, le jeune, si vous voulez, celui qui a tué et qui avait un bon profil pourtant, il est quand même dans un contexte général d'impunité générale, voyez-vous ? Et donc, ça désinhibe. Ça aurait pu le dissuader. Moi, je pense que l'occurrence, sur le cas particulier. Il n'est pas tombé comme ça du ciel, ce jeune. Il est le fruit, le résultat d'une société qui a produit ce genre de choses. François-Xavier Bellamy, vous êtes d'accord avec l'analyse de Georges Fenech ? Je partage totalement cette analyse. La vérité, c'est que effectivement, la violence a toujours existé, elle existera toujours, et c'est toujours le travail d'une société de réussir à la faire reculer. Mais la manière dont elle se généralise aujourd'hui dans toute une génération, cette espèce de sentiment que la vie humaine n'a pas de valeur, qu'elle n'a pas de sens, cette capacité vous l'avez dit, de brutalité, de sauvagerie inouïe. On pense au nombre de coups de couteau que 37. Cette surveillante a reçu, mais il faut vraiment... c'est de la rage. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Ça ne peut prospérer que sur un terreau. J'invite tous les auditeurs à faire cette expérience toute simple et malheureusement terrible. Tapez violence école dans un moteur de recherche et mettez durée de recherche moins d'1 mois. Vous verrez que tous les jours, ça remonte pas dans l'actualité. Mais la presse quotidienne régionale, tous les jours, se fait l'écho de situations de violence extrêmement graves dans les établissements scolaires, souvent d'ailleurs contre des professeurs. Et c'est cela qui finit par engendrer des actes d'une telle brutalité. Et donc, moi, je suis totalement d'accord avec ce que disait Georges Fenech à l'instant. Les pays qui ont réussi à endiguer cela en Europe, pas besoin d'aller chercher loin, prenez les Pays-Bas, font l'inverse de nous. La sanction est éducative. À l'inverse, l'absence de sanction est ce qu'il y a de plus anti-éducatif qui soit. Et aujourd'hui, c'est le psychiatre Maurice Berger qui le dit d'une manière très claire. Aujourd'hui, en France, pour aller en prison, il faut déjà avoir récidivé plusieurs fois. Dans l'état actuel de notre système pénal, c'est quand on a déjà commis plusieurs délits graves qu'on finit un jour par aller effectivement en prison. Et donc, ceux qui vont en prison se sont déjà installés dans une culture de la violence. Et c'est pour ça que la prison, effectivement, ne prévient pas la récidive, parce qu'elle arrive trop tard. Les Pays-Bas, ils ont fait quoi ? Ils ont construit des places de prison de manière extrêmement ambitieuse. Ça, c'est ce que malheureusement les gouvernements passés n'ont pas fait. Ils ont construit des places de prison pour pouvoir incarcérer pour des courtes peines, parfois des très courtes peines, des peines de quelques jours parfois. Mais quand vous êtes encore la première fois que vous commettez un délit, vous n'êtes pas encore installé dans une vie de délinquance, eh bien, vous êtes brutalement rappelé à la réalité par le fait que vous allez passer quelques jours en prison. Le choc de l'incarcération. Ça ne vous désinsère pas, parce que c'est souvent l'objection qu'on fait à la prison. On va quand même pas mettre quelqu'un en prison, il a un travail, rendez-vous compte, si on le met 3 mois en prison, il va perdre son boulot. Voilà, on va quelques jours en prison, on se rend compte de la gravité de ce qu'on a fait, et du coup, on peut au moins remettre sa vie sur de bons rails. Je vous ai déjà raconté l'anecdote que j'ai vécue, je ne vais pas la raconter à nouveau. Laquelle, Georges Fenech ? Vous en avez raconté tellement. Oui, non, mais écoutez, je me promenais sur les quais de Saône, face à mon palais de justice où j'ai exercé, et j'entends derrière moi, le soir, l'été, Monsieur le juge, vous êtes bien le juge Fenech ? Alors je me retourne un peu sur mes gardes, je vois un type d'une 40aine d'années, le type maghrébin, qui me dit « Merci, monsieur le juge ». Je lui dis « De quoi ?
Il dit, vous en souvenez pas, mais moi je m'en souviens. À 16 ans, vous m'avez mis 1 mois en prison. Ce jour-là, j'ai compris, monsieur le juge, c'est vous qui m'avez arrêté. Je suis marié, j'ai père de 3 enfants et je travaille. Merci, monsieur le juge. Et il est parti. Non, mais excellent. C'est merveilleux comme témoignage, ça. C'est un merveilleux témoignage. Et ce dit Maurice Berger, il donne des tas d'exemples comme ça. Ils ont fait des enquêtes que les mineurs, et le choc de l'incarcération, ils comprennent. Si vous leur dites sursis avec mise à l'épreuve, stage, ceci, ils repartent chez eux, mais on ne fait rien. Ils deviennent des caïds. Vous comprenez? Alors, je sais bien que ça froisse la sensibilité d'une certaine doxa, comme on dit, de gauche, depuis Badinter. Pas de prison. La prison, c'est mauvais. Il faut arrêter la prison. Alors, vous imaginez pour les mineurs. Voilà le résultat. Si je peux me permettre, Georges. Philippe Guibert. Il y avait une diminution historique de la violence. La reprise de la violence dans notre société, on le voit dans les stats, c'est il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Une quinzaine d'années. Ouais, vous êtes d'accord avec cette datation. Et donc, c'est depuis 15 ans qu'on se trompe. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris la mesure du retour de la violence qu'on constate chez les jeunes, mais qu'on constate dans tout, dans les tentatives d'homicide, même dans les homicides aujourd'hui, dans les coups et blessures volontaires, où ça remonte depuis une quinzaine d'années. Voilà. Donc notre erreur, c'est depuis une quinzaine d'années. Vous voulez me dire quoi? Je veux vous dire que c'est simplement que la politique qui avait été mise en place dans les années 80, elle correspondait à une société où la violence diminuait. Donc, il faut simplement comprendre pourquoi la violence est revenue. Et effectivement, il y a un problème d'éducation. Peut-être pas la politique qui a été mise en place dans les années 80, parce que ces politiques-là, elles ont des effets à moyen et long terme. Je crois vraiment pas que c'est la politique pénale qui est responsable Sarkozy, on a du retour de la violence. Pas tous ensemble, s'il vous plaît. 3 choses. Les peines planchées, la construction de places de prison et les tribunaux correctionnels pour mineurs de 16 à 18 ans. Quand Madame Taubira est arrivée, elle a fait 3 choses. En premier, elle a supprimé les peines planchées, elle a supprimé les tribunaux correctionnels pour mineurs et elle a mis au tiroir les peines de prison. Comment voulez-vous que ça marche? Non, François-Xavier Bellamy, si un jour, effectivement, vous arrivez aux manettes d'une manière ou d'une autre, ce sera des points qu'il faudra remettre à plat. Mais bien sûr, évidemment, c'est une urgence absolue. Et je le redis, il y a la question pénale, il y a la question sécuritaire, mais il y a la question fondamentale, je crois, sera aussi la reconstruction, et même peut-être, et probablement d'abord, la reconstruction de l'école. Je pense que c'est la priorité vitale pour l'avenir du pays sur tous les plans. Vous avez refusé de devenir ministre de l'Éducation à un moment donné? Ah non. On vous a pas fait cette proposition dans les gouvernements au moment du gouvernement Michel Barnier ou au moment du gouvernement de... Non. Vous êtes sûr? J'en suis sûr. Ce serait d'aucuns trouveraient élégant de raconter qu'on leur a proposé et qu'ils ont refusé, mais très humblement, je ne peux que vous dire que ça n'est pas le cas. J'avais lu ça. Ce n'était pas cette fois-ci, mauvaise information. Mais ce sera pas seulement la tâche d'un ministre, ce sera la tâche de tout un pays de reconstruire l'éducation. Bien sûr. Merci infiniment, François-Xavier Bellamy, d'être venu ce soir dans le studio d'Europe 1 et merci d'avoir accepté de rester plus longtemps. Il est 20h44, vous êtes sur Europe 1, le journal permanent. Oui, le journal permanent, tout de suite sur Europe 1.